Je n'ai jamais avoué à mon copain que je possédais 3 maisons. Il me croyait sans le sou. Le soir de Noël, chez ses parents, je voulais voir comment il traiterait une fille pauvre. Mais tout a basculé à l'ouverture des cadeaux. J'ai fait semblant d'être pauvre au dîner de Noël chez les parents de mon petit ami. Leur cadeau de charité a tout révélé. Je m'appelle Léna Dubois. J'ai 31 ans et je travaille comme analyste financière senior dans une entreprise technologique de taille moyenne à Lyon. Ce matin-là, la ville était enveloppée d'une fine couche de brume hivernale, les lumières de Noël clignotant doucement contre le ciel gris alors que je descendais du bus et marchais vers mon minuscule appartement, un café réchauffant mes mains. Pour quiconque me croisait, je ressemblais au genre de femme qui vit d'un salaire à l'autre, de vieilles bottes, un manteau de friperie, les cheveux attachés en un simple chignon. Personne n'aurait jamais deviné que je possède en réalité 3 logements locatifs à travers la ville. Pas même mon petit ami, Étienne. Il pense que je survis avec un modeste salaire, que je budgétise chaque euro, que j'ai à peine de quoi payer mon loyer. Je ne l'ai jamais corrigé. Je voulais être vu pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Alors, quand il m'a invité au dîner du réveillon de Noël chez ses parents, m'avertissant gentiment qu'ils accordaient beaucoup d'importance aux apparences, une curiosité tranquille s'est éveillée en moi. Je voulais voir comment il traiterait une fille pauvre. Mais au moment où les cadeaux ont été ouverts, tout a changé. Je n'ai pas grandi dans une ville de tours de verre et de cafés à chaque coin de rue. Mon histoire a commencé loin de Lyon, dans une petite ville ouvrière tranquille nichée entre 2 basses collines couvertes de pins. Un de ces endroits où tout le monde reconnaît le bruit du moteur du camion de son voisin, où les voisins empruntent du sucre sans frapper et où les samedis matins sentent la fumée de bois et les crêpes de bistrot bon marché. Mon père était un homme à tout faire, le genre d'homme qui pouvait tout réparer sauf sa propre fatigue. Ma mère a travaillé à la caisse du supermarché local pendant la plus grande partie de mon enfance, puis a pris un poste d'assistante d'enseignement à temps partiel à l'école primaire. Nous n'avions pas grand-chose. Certains mois, lorsque les factures d'hiver étaient plus lourdes que prévu, nous avions à peine assez. Mais dans cette petite maison pleine de courants d'air à la lisière de la ville, j'ai appris ce qu'est la vraie richesse bien avant de toucher une feuille de calcul. Mes premiers souvenirs sont ceux de mon père rentrant à la maison avec les mains froides et de la sueur dans les cheveux, s'affaissant sur le canapé défoncé avec un sourire fatigué qui trouvait toujours le chemin jusqu'à moi. Il ne se plaignait jamais, ni des longues heures, ni des genoux douloureux, ni même des clients qui payaient en retard ou moins que prévu. Le travail acharné n'est pas tout, disait-il, mais il t'apprend qui tu es. Ma mère, quant à elle, portait la gentillesse comme certaines personnes portent des bijoux, discrètement, naturellement, comme si cela lui appartenait. Elle laissait toujours une chaise supplémentaire à table, au cas où quelqu'un passerait. Et les gens passaient. Un voisin qui avait perdu son emploi, un cousin dont la femme l'avait quitté, un gamin de la rue qui avait besoin d'un endroit chaud où s'asseoir jusqu'à ce que ses parents arrêtent de se disputer. Nous n'avions pas beaucoup de nourriture, mais il y en avait toujours assez pour partager. Mes parents n'ont jamais prononcé le mot intégrité. Ils n'en avaient pas besoin. Ils le vivaient dans leur façon de traiter les gens, librement, sans condition, sans mesurer la valeur de quelqu'un à la taille de son portefeuille. Un soir, quand j'avais 9 ans, je me souviens avoir demandé à ma mère pourquoi elle avait donné la moitié de sa prime de fin d'année à Madame Hébert, la veuve âgée qui vivait 3 maisons plus loin. Maman a haussé les épaules en remuant une marmite de soupe, comme si la réponse était évidente. Parce qu'elle en avait plus besoin que nous, a-t-elle dit doucement. Et parce que la gentillesse n'est pas quelque chose que tu donnes seulement quand tu peux te le permettre. Cette nuit-là, assise sur mon petit lit grinçant, une couverture usée remontée jusqu'au menton, j'ai réalisé quelque chose qui ne m'a jamais quitté. On n'a pas besoin d'être riche pour vivre richement. Il suffit de donner plus que ce que l'on prend et de tenir sa parole, même quand cela a un coût. En grandissant, l'argent a toujours été l'ombre dans la pièce, jamais discuté directement, mais toujours présent, façonnant nos choix. Mon père gardait des enveloppes dans le tiroir de la cuisine, étiquetées loyer, charges, urgence, chacune mince, cornée au coin. Quand j'ai eu 15 ans, il m'a tendu l'une des enveloppes, fonds pour les courses, et a dit, c'est à toi maintenant. Apprends à étirer 1 euro jusqu'à ce qu'il chante. J'ai ri, mais je l'ai pris au sérieux. Ses premières leçons de budgétisation ne venaient pas de manuels ou de séminaires financiers. Elles venaient du comptage de pièces sur une table de cuisine aux bords ébréchés, du choix entre de nouvelles chaussures ou des fournitures scolaires, de l'apprentissage que la dignité n'est pas quelque chose que la pauvreté peut vous enlever, à moins que vous ne la laissiez faire. Quand je suis arrivé au lycée, les gens autour de moi ont commencé à parler de l'université.
de la même manière que certains parlent de gagner au loto, quelque chose qui arrivait à d'autres personnes, ailleurs. Mon père m'a dit que je devais rêver quand même. Ma mère m'a dit que je devais postuler quand même. Et je l'ai fait. J'ai postulé pour toutes les bourses que je pouvais trouver, grandes ou petites, écrivant des dissertations tard dans la nuit sur un ordinateur emprunté à la bibliothèque de l'école. Quand la lettre d'acceptation est arrivée avec une bourse complète, j'ai pleuré dans le couloir avant même d'atteindre le parking. Mon père m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer. Et ma mère a appelé tous les parents qu'elle avait jamais connus. Pour eux, ce n'était pas seulement ma bourse. C'était une porte à laquelle ils avaient passé leur vie à frapper. L'université était tout le contraire de chez moi. Bruyante, rapide, chère. Je vivais dans la chambre la moins chère de la résidence universitaire. Une boîte rectangulaire avec de la peinture écaillée et un radiateur qui cliquetait chaque fois que la température tombait en dessous de zéro. Je mangeais des nouilles instantanées, je gardais chaque reçu et j'avais 2 emplois sur le campus, ranger des livres à la bibliothèque et nettoyer des tables au café étudiant. Je regardais mes camarades acheter des choses sans vérifier les étiquettes de prix. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être faite d'un matériau différent, plus lourd, plus rugueux, cousu par la nécessité plutôt que par le choix. Mais je ne leur en voulais pas. Au contraire, je les observais comme un anthropologue observe une autre espèce. C'est là que j'ai appris que la richesse et le caractère suivent souvent des chemins séparés. Certains des étudiants les plus riches étaient les plus seuls. Certains des plus pauvres étaient les plus généreux. Et j'ai décidé, tranquillement et fermement, que quel que soit le type d'adulte que je deviendrais, je ne laisserai jamais l'argent décider du genre de personne que j'étais. Après mon diplôme, j'ai accepté le premier emploi qu'on m'a offert, un poste de comptable junior dans une petite entreprise de logistique. Le bureau était exigu, les ordinateurs obsolètes et le café de la salle de pause avaient un goût de carton brûlé. Mais cette petite entreprise m'a appris comment les entreprises respirent de l'intérieur. J'ai appris à déchiffrer les états financiers comme certains lisent des partitions. J'ai appris à résoudre les problèmes sans attendre la permission. Et j'ai appris quelque chose qui a façonné le reste de ma vie, l'argent ne pousse pas par hasard. Il se cultive par la discipline. Il se cultive par la patience. Il se cultive quand on arrête d'essayer de paraître riche et qu'on apprend à construire la stabilité brique par brique, tranquillement, constamment, sans applaudissements. Ces premières années n'étaient pas glamour, mais elles étaient honnêtes. Et l'honnêteté, j'ai appris, est la fondation la plus solide sur laquelle on peut construire une vie. Mon enfance m'a appris beaucoup de choses, mais la leçon qui m'a peut-être le plus façonné était la peur constante et silencieuse de perdre notre maison. Je me souviens encore de la façon dont les doigts de ma mère tapotaient nerveusement sur la table de la cuisine chaque fois que le loyer était dû. Comment la voix de mon père se tendait lorsqu'une facture de réparation inattendue arrivait. Et comment le mot propriétaire portait toujours un pouvoir qui planait au-dessus de nous comme une météo que nous ne pouvions pas contrôler. Alors que d'autres enfants rêvaient de voitures, de vêtements ou de vacances, je rêvais de stabilité. Le genre de stabilité qui ne disparaît pas quand quelqu'un d'autre change d'avis ou augmente le loyer. Alors, bien avant d'obtenir mon diplôme universitaire, je me suis fait une promesse silencieuse, un jour, je posséderai quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Et peut-être, si j'avais de la chance, j'en posséderais assez pour aider quelqu'un qui avait grandi comme moi. Je n'ai pas choisi l'immobilier par ambition. Je l'ai choisi par mémoire, en regardant mes parents travailler trop dur pour trop peu et s'inquiéter encore chaque mois. En voulant construire une vie où aucun de mes enfants n'aurait jamais à surprendre la question chuchotée, pouvons-nous nous permettre de rester? Cette peur s'est installée en moi comme une graine. Et au moment où j'ai eu la vingtaine, elle avait germé en une sorte de faim, non pas de richesse, mais de sécurité. Mes premières années après l'université n'avaient rien de spécial. Je gagnais à peine assez pour couvrir le loyer, les dépenses étudiantes et le plaisir occasionnel d'un bouquet de supermarché pour égayer mon petit studio exigu. Mais je travaillais dur. Je suivais chaque euro. Je faisais des heures supplémentaires chaque fois qu'on m'en proposait. Et quand cela ne suffisait toujours pas, je prenais de petits boulots annexes, organiser les documents fiscaux pour la famille et les amis, faire du babysitting le week-end, donner des cours de mathématiques à des lycéens. Je n'essayais pas de devenir riche. J'essayais de construire une fondation assez épaisse pour tenir debout. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai atteint mon premier jalon, 15 000 € d'économie. Ce n'était pas beaucoup selon la plupart des normes, mais pour moi, c'était comme une montagne, 6 ans de sacrifices empilés dans un seul chiffre. Je me souviens d'être assise sur le sol de mon appartement un soir,
la lueur de mon ordinateur portable éclairant les pages d'un carnet bon marché rempli de colonnes de prix de location et de taux hypothécaires. C'est cette nuit-là que j'ai tapé maison saisie près de Lyon dans une barre de recherche et que je suis tombé sur l'annonce qui allait tout changer. Une maison de 2 chambres à rénover en périphérie de Vénissieux. Le toit s'affaissait. La peinture s'écaillait et les anciens locataires l'avaient abandonnée en pleine rénovation, mais le prix était bas, incroyablement bas. Assez bas pour que mes mains tremblent un peu en faisant le calcul. J'ai visité la maison un samedi matin pluvieux. Les marches du perron grinçaient comme si elles chuchotaient des secrets, et le salon sentait légèrement le moisi et la poussière. Mes bottes laissaient des marques sur le sol non poli alors que je marchais de pièce en pièce. La plupart des gens auraient fait demi-tour, l'auraient rejeté comme un gouffre financier et seraient partis. Mais je n'ai pas vu la pourriture ou la ruine. J'ai vu des murs attendant d'être réparés, une cuisine attendant d'être reconstruite, et une chance, ma première vraie chance, de transformer la peur en quelque chose de solide. Mon père est venu de ma ville natale pour la voir avec moi. Il a passé ses doigts calleux le long des cadres de fenêtres fissurés et a souri sous la pluie. « Elle est moche », a-t-il dit. « Mais elle est à toi si tu la veux, et je peux t'aider à refaire la structure. » 2 semaines plus tard, je signais les papiers. J'ai pleuré dans le bus en rentrant chez moi, non pas de joie ou de peur, mais de l'étrange sensation électrique d'entrer dans une version de moi-même que je n'avais fait qu'imaginer. La première maison m'a appris la patience. Je passais mes soirées couvertes de peinture, mes week-ends à gratter de vieux carreaux et mes nuits à apprendre la plomberie grâce à des tutoriels en ligne qui se mettaient en mémoire tampon toutes les 5 minutes. Quand elle fut enfin habitable, je l'ai louée à un jeune couple qui venait d'emménager d'une autre région. Ils ont pris soin de la maison, ont payé le loyer à temps et ont un jour laissé une carte de remerciement sur le porche qui disait simplement « Merci de croire en nous ». Ce petit geste a rendu chaque écorchure valable. Et quand les loyers ont commencé à arriver, réguliers et silencieux, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le revenu passif n'était plus seulement un concept. C'était une voie. À 27 ans, après une promotion au travail et des mois de budgétisation stricte, j'ai refinancé la maison de Vénissieux et utilisé les fonds propres pour verser un acompte sur une deuxième propriété, un modeste duplex à Villeurbanne. Celui-ci n'avait pas besoin d'autant de réparations, mais il m'a appris quelque chose de différent. Comment gérer les locataires, comment négocier les réparations, comment tenir tête aux entrepreneurs qui supposaient que ma voix douce signifiait l'inexpérience. Cela a pris du temps, des efforts et d'apprendre à dire non sans m'excuser. Mais le duplex est devenu mon deuxième ancrage. La 3e maison est arrivée quand j'ai eu 30 ans, après une autre augmentation et une série de primes pour des projets dans lesquels j'avais investi toute mon énergie. C'était ma préférée. Une petite maison de ville dans un quartier bien entretenu juste à l'est de la ville. Les rues étaient bordées d'érables qui devenaient dorés en automne, et les voisins décoraient leurs porches avec des couronnes assorties pendant les vacances. C'était calme, sûr, tranquille, et sans le savoir, elle se trouvait à seulement quelques rues d'un endroit qui compterait plus tard bien plus que je ne l'imaginais. Avec 3 maisons, ma vie financière a changé. Pas de manière glamour. Pas de voiture de luxe, pas de vêtements de marque, pas d'appartement sur le toit avec vue sur la ville. Au lieu de cela, elle a changé dans la façon dont ma respiration s'est apaisée chaque matin. Dans la façon dont la peur a desserré son emprise autour de mes côtes, dans la façon dont je pouvais envoyer un chèque à mes parents sans qu'ils sachent qu'il provenait de sacrifices. Mais même avec 3 propriétés à mon nom, je choisissais toujours de vivre dans un petit appartement loué, le genre avec des murs fins et une fenêtre qui s'embuait chaque matin d'hiver. Les gens supposent parfois que lorsque quelqu'un gravit les échelons, il veut que le monde le voie. Mais ce n'était pas mon cas. Je n'ai jamais voulu que ma valeur soit mesurée par des comptoirs en granit ou des parquets en bois massif. Je veux que les gens me voient, moi, avais-je dit un jour à ma mère, pas mon portefeuille. Si l'achat de ma 3e maison de ville a marqué un tournant tranquille dans ma vie financière, la rencontre avec Étienne a marqué un tournant dans la partie de ma vie que l'argent ne pourrait jamais toucher. C'est arrivé un froid matin de décembre, il y a 2 ans. Le genre de matin où le vent tranche même les manteaux les plus chauds et où les gens marchent les épaules rentrées, leur souffle s'échappant embué dans l'air comme des fantômes à leur suite. Je m'étais arrêté dans un petit café près de mon bureau, un endroit connu pour ses lattes trop chauds et ses pâtisseries rassis, mais béni d'une chose dont j'avais désespérément besoin ce matin-là, une prise électrique fonctionnelle. La batterie de mon ordinateur portable était morte et j'avais un rapport à rendre avant midi. Le café était bondé de clients faisant leurs achats de Noël, se réfugiant du froid, d'enfants tirant sur des mains gantées, la musique de Noël fredonnant doucement en fond sonore.
J'ai trouvé la dernière place libre près d'une table bancale, j'ai posé mon sac et branché mon ordinateur portable juste au moment où quelqu'un derrière moi a heurté ma chaise. Quand je me suis retourné, je l'ai vu, grand, enveloppé dans un manteau bleu marine saupoudré de flocons de neige, les yeux doux et désolés. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit, les mains légèrement levées comme s'il approchait d'un animal effrayé. « Cette poussette m'a poussé droit sur vous. » J'ai jeté un coup d'œil derrière lui et j'ai vu un couple agité manœuvrant une poussette de la taille d'une petite voiture. J'ai ri. « Vous êtes pardonné », ai-je dit en rentrant ma chaise. « Ce n'est pas votre faute. » Il a souri, le genre de sourire qui monte jusqu'aux yeux. « Je suis Étienne. » C'était tout. Pas de phrase de drague, pas de charme exagéré, juste une simple présentation d'un homme qui semblait à la fois confiant et gentil, une combinaison rare à trouver dans un café pendant le chaos des fêtes. Nous avons bavardé en sirotant notre café tiède. Et quand il a remarqué que je travaillais, il n'est pas resté à planer ou à essayer de m'impressionner. Au lieu de cela, il m'a demandé ce que je lisais, quelle musique j'aimais, quel podcast j'écoutais pendant mon trajet. Pas une seule fois il ne m'a demandé ce que je gagnais ou où je vivais. Pas une seule fois il ne m'a évalué comme le font souvent les gens dans cette ville, à la recherche d'étiquettes, de signaux, d'indices de statut. Cette première conversation s'est prolongée en une deuxième une semaine plus tard lors d'un événement de coworking, puis en une troisième lors d'un cours du week-end auquel nous nous étions tous les deux inscrits sur un coup de tête, pensée créative pour les professionnels des données. Au moment où il m'a invité à dîner, c'était moins comme rencontrer quelqu'un de nouveau que comme trouver quelqu'un de familier dans un endroit où je ne m'y attendais pas. Étienne était stable d'une manière qui vous donnait l'impression que la pièce se calmait quand il entrait. Il n'était ni bruyant, ni arrogant, ni agité. Il posait de bonnes questions. Il écoutait vraiment. Mais en apprenant à le connaître, j'ai commencé à remarquer quelque chose sous son calme, une tension faible et silencieuse, comme une corde tendue un peu trop fort. Je l'ai senti pour la première fois le soir où il devait me retrouver dans un petit restaurant de ramen près de mon appartement. Il est arrivé en retard, s'excusant avec ce même sourire doux. Mais j'ai remarqué la façon dont il a vérifié son téléphone 3 fois pendant le dîner. Quand j'ai demandé si tout allait bien, il a expiré lentement et a dit « Ma mère est juste particulière. Elle veut savoir tout ce que je fais. » Tout. Au cours des mois suivants, j'en ai appris davantage sur le monde d'où venait Étienne, un monde très différent du mien. Sa famille vivait dans une banlieue résidentielle sécurisée au nord de la ville, où les pelouses étaient entretenues par des équipes professionnelles et les maisons décorées de guirlandes de Noël coordonnées qui réapparaissaient chaque année avec une précision militaire. Son père, Richard, était un avocat d'affaires de renom. Sa mère, Hélène, était organisatrice d'événements pour des galas de charité luxueux, le genre qui récoltait des fonds pour des œuvres caritatives tout en servant des dîners coûtant plus que mon budget mensuel de courses. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. Pas exactement. Mais ils appartenaient à un monde où les attentes étaient tissées dans chaque conversation. Où la réputation comptait presque autant que l'affection. Où chaque dîner de famille ressemblait à une performance notée en silence depuis l'autre bout de la table. Étienne m'a dit un jour, dans un moment d'honnêteté sans phare, en grandissant, j'ai toujours eu l'impression de devoir être parfait. Comme si un faux pas et tout s'effondrerait. S'effondrerait, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Pas littéralement, mais j'ai vu la façon dont mes parents réagissaient quand les choses n'allaient pas comme ils le voulaient. Comment ils se crispaient. Comment ils chuchotaient. Il y avait une bonne façon de vivre dans leurs yeux. Un bon travail, un bon partenaire, une bonne version de l'avenir. Et la pression pour bien faire les choses. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le poids de cela flottait dans l'espace entre nous. C'est à ce moment-là que j'ai compris la petite ombre derrière son sourire. Étienne n'avait pas peur d'échouer. Il avait peur de décevoir des gens qui confondaient l'image avec la valeur. Des gens qui, comme j'allais l'apprendre plus tard de première main, mesuraient les autres à la coupe de leurs vêtements ou à l'éclat de leur carrière. Et peut-être que c'était en partie la raison pour laquelle je ne lui ai pas parlé des maisons. Peut-être que c'était injuste. Peut-être que j'aurais dû lui faire confiance plus tôt. Mais j'avais passé des années à construire ma vie financière brique par brique silencieuse, sans applaudissements, sans public, sans besoin d'afficher quoi que ce soit. Je ne voulais pas devenir une version de moi-même filtrée par les attentes de quelqu'un d'autre. Et j'avais besoin de savoir, au plus profond de moi, qu'Étienne m'aimait pour qui j'étais lors de ces matins tranquilles avec mon manteau de friperie et mon café de supermarché. Alors, quand il m'a demandé un jour nonchalamment « Où habites-tu »
C'est près du centre-ville, j'ai simplement répondu, je loue un petit endroit. Je m'en sors. Ça va. Et c'était vrai, à sa manière. Je louais un petit endroit et je m'en sortais. Je n'ai juste pas ajouté le reste. Je ne lui ai pas parlé de la maison de ville avec les érables. Je ne lui ai pas parlé du duplex ou de la maison de Vénitieux qui était devenue ma première vraie victoire. Je ne lui ai pas parlé des locataires qui m'envoyaient des cartes de vœux ou des feuilles de calcul que je mettais à jour tard le soir pour suivre les prêts hypothécaires et les frais d'entretien. J'ai gardé tout cela discrètement caché derrière la version de moi-même que j'ai choisi de montrer, une version non alourdie par les suppositions, libre du jugement que j'avais vu les familles riches s'infliger les unes aux autres. Je voulais que l'amour grandisse sur un terrain neutre, pas sur des chiffres, pas sur des actifs, pas sur le calcul silencieux de ce que je pouvais offrir à l'avenir de quelqu'un. Le premier vrai signe avant-coureur est arrivé un mercredi soir tranquille au début de décembre, quelques semaines avant le réveillon de Noël. Je coupais des légumes dans ma minuscule cuisine en fait, juste une étroite bande de comptoir près de l'évier quand mon téléphone s'est allumé avec le nom d'Étienne. J'ai répondu avec un sourire, m'attendant à sa chaleur habituelle, mais au lieu de cela, j'ai entendu une pause légèrement tendue avant qu'il ne dise « Eh, ma mère veut te parler. » C'est possible maintenant ? Je me suis figé une seconde, le couteau en suspens au-dessus d'une carotte à moitié coupée. Ta mère ? Elle a insisté, a-t-il chuchoté, comme si baisser la voix pouvait adoucir ce qui allait suivre. Avant que je puisse répondre, une autre voix est passée, lisse, exercée, le genre de ton que l'on entend chez quelqu'un qui a passé des années à organiser des galas de charité et à diriger des photographes. Bonjour, Léna, ma chère. C'est Hélène, la mère d'Étienne. Je me suis redressé instinctivement, même si elle ne pouvait pas me voir. Bonjour, Madame Bernard. C'est un plaisir de... Alors, a-t-elle coupé légèrement, Étienne nous dit que vous passez pas mal de temps ensemble. Sa voix avait une façon de paraître à la fois douce et tranchante, comme un compliment gravé dans le verre. Oui, ai-je dit en gardant un ton chaleureux. Il est merveilleux. Je suis vraiment heureuse que nous nous soyons rencontrés. Même une pause, polie mais évaluatrice. Dites-moi, que faites-vous dans la vie ? Je suis analyste financière senior. Oh, charmant, a-t-elle répondu, bien que l'enthousiasme ait semblé un peu trop vif, trop théâtral. Et où habitez-vous ? Êtes-vous dans le centre-ville ? Je la sentais me classer dans des catégories, comme le font souvent les gens de son monde, des puzzles qui peuvent être résolus avec les bonnes étiquettes. J'ai gardé ma réponse simple. Je loue un petit appartement un peu au nord de la ville. Je finis de rembourser certaines choses, mais je m'en sors. Silence. Pas long, mais assez long pour identifier exactement ce qu'elle pensait. Bien sûr, a-t-elle finalement dit, sa voix prenant ce ton doux et compatissant que les gens utilisent lorsqu'ils pensent que vous êtes en difficulté. Les gens de votre âge ont souvent du mal. L'économie est difficile. Une autre pause, puis le changement subtil qui m'a serré un peu la poitrine. Si jamais vous avez besoin de conseils en matière de budget, ma chère, nous serions heureux de vous aider. Voilà. La supposition n'est non pas de la méchanceté, du moins pas dans son esprit, mais d'une croyance profondément enracinée que la valeur pouvait être mesurée par l'aisance, par le confort, par le degré d'isolement de quelqu'un face aux incertitudes de la vie. J'ai pincé les lèvres avant de répondre. Merci. Je le garderai à l'esprit. C'est bien, a-t-elle ajouté presque nonchalamment, qu'Étienne ait enfin trouvé une fille qui ne court pas après l'argent. Beaucoup trop de jeunes femmes le voient comme une opportunité. Je suis resté immobile, le réfrigérateur bourdonnant bruyamment derrière moi. Étienne, que son cœur soit béni, a murmuré en arrière-plan, maman. Mais Hélène a continué, imperturbable. Tu sembles différente. Posée. Simple. C'est rafraîchissant. Posée. Simple. Je savais ce qu'elle voulait dire. Je savais précisément dans quelle case elle m'avait placé. La fille humble et douce qui n'a pas grand-chose et qui doit donc être reconnaissante de tout ce qu'elle reçoit. Et pendant un moment, j'ai ressenti cette vieille piqûre familière, celle que je pensais avoir dépassée. La piqûre d'être jugé à travers le filtre de l'apparence, la première impression d'un étranger se cristallisant en une conclusion qu'il ne remettrait jamais en question. Ce sentiment m'a ramené à un souvenir que j'avais enfoui depuis des années. Un entretien d'embauche juste après l'université, alors que ma seule paire de ballerines noires avait une légère éraflure sur le bout.
Je me souviens d'être assise dans un fauteuil de bureau en cuir pendant que les yeux du recruteur descendaient vers mes chaussures, s'attardant juste assez longtemps pour que je le sente. Avant, il a dit avec un sourire mince, nous attendons un certain niveau de finition ici. Je n'ai pas eu le poste. Non pas parce que je manquais de compétences, mes résultats au test étaient les plus élevés de tous les candidats, mais parce que quelqu'un avec des talons brillants est entré après moi. À l'époque, il m'avait fallu toute ma force pour ne pas pleurer dans le bus en rentrant chez moi. Ce jour-là m'a appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Certaines personnes regardent ce que vous portez et pensent voir qui vous êtes. Alors, debout dans ma petite cuisine maintenant, écoutant Hélène me décrire comme rafraîchissante de la manière dont les gens décrivent parfois les friperies ou les manières démodées, j'ai compris exactement ce qui se passait. Elle ne me parlait pas à moi. Elle parlait à la version de moi qu'elle avait inventée dans sa tête, entièrement façonnée à partir de la poignée de phrases que j'avais offertes. Quand l'appel s'est terminé, Étienne s'est excusé 3 fois. Ils sont juste très concentrés sur le statut, a-t-il dit doucement. Ils veulent que j'épouse quelqu'un de compatible. Il avait l'air honteux même de le dire. Compatible comment, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Il s'est frotté la nuque, son tic nerveux. Même classe, même milieu, mêmes attentes. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je comprenais le poids qu'il portait. La pression de satisfaire une famille qui jugeait avant de comprendre. La peur constante de décevoir des gens qui croyaient savoir ce qui était le mieux pour lui. Je ne le blâmais pas. Je ne les blâmais même pas, vraiment. Les gens répètent ce avec quoi ils ont été élevés. Mais l'entendre, être placé dans ce récit de fille simple, cela a touché quelque chose de profond en moi, quelque chose qui mijotait tranquillement sous la surface. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas dit à Hélène que le petit appartement qu'elle imaginait n'était qu'un choix, pas une condamnation. Je ne lui ai pas parlé des feuilles de calcul avec un code couleur pour le suivi des prêts hypothécaires ou des 3 propriétés qui prenaient de la valeur chaque mois. Je ne lui ai pas dit qu'une partie de la raison pour laquelle je m'en sortais si bien était parce que j'avais construit une vie assez solide pour tenir même si mon travail disparaissait demain. Je suis restée silencieuse parce que certaines vérités méritent le bon moment pour être révélées. Et bien que je ne le sache pas alors, le réveillon de Noël, entouré de chaussettes, de guirlandes et du doux crépitement du papier cadeau, deviendrait ce moment. Non pas parce que je voulais les impressionner, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que parfois l'univers choisit une nuit enveloppée de lumière, de paillettes et de joie des fêtes pour lever les illusions et montrer aux gens exactement ce qu'ils n'ont pas réussi à voir. Et Hélène, si certaine de qui j'étais sur la base de quelques phrases inoffensives, était sur le point d'apprendre que les apparences peuvent être la monnaie la plus trompeuse de toutes. Étienne m'a invité 3 jours après cet appel téléphonique inconfortable. Nous marchions dans les halles Paul Bocuse, l'air vif du froid de décembre, l'odeur de marron grillé flottant entre les étals. Des guirlandes de Noël pendaient au-dessus de nous en chaînes chaleureuses, transformant la soirée en quelque chose de doux et de doré. Étienne a glissé ses mains dans les poches de son manteau, comme il le faisait toujours quand il était nerveux. Alors, mes parents veulent que tu viennes pour le dîner du réveillon, l'échange de cadeaux, tout ça. Maman a dit qu'elle voulait te rencontrer correctement cette fois. Correctement ? Le mot est resté en suspens comme un écho. Je ne savais pas comment l'interpréter. J'ai souri doucement, bien que quelque chose en moi ait tiré avec hésitation. Noël, c'est important pour ta famille, n'est-ce pas ? Il a hoché la tête rapidement, se rapprochant. Ouais, mais je veux que tu sois là. Je le pense vraiment. Je le croyais. Étienne n'était pas le problème, il ne l'avait jamais été. C'était le monde d'où il venait. Les attentes, les murs polis des apparences que ses parents avaient si soigneusement construits. Cette nuit-là, après qu'Étienne m'ait déposé et que j'ai monté les escaliers jusqu'à mon petit appartement, je suis resté dans le salon silencieux, les lumières éteintes, regardant la faible lueur de la rue en bas. J'ai senti la question remonter, la même que j'avais repoussée tant de fois. Devrais-je lui dire ? Devrais-je enfin dire, Étienne, je possède 3 logements locatifs ? Devrais-je lui dire la vérité avant d'entrer dans une pièce pleine de gens qui me prenaient pour une humble petite fille n'ayant qu'un manteau de friperie à son nom ? Je me suis assise sur le bord de mon lit, le bruit lointain des chants de Noël montant de la rue, et j'ai laissé la pensée s'installer. Si je lui disais maintenant, toute la dynamique changerait. Il porterait cette connaissance au réveillon, adouci par elle, protégé par elle. Ses parents m'accueilleraient différemment, non pas avec des réactions authentiques, mais avec une politesse filtrée née d'hypothèses révisées. Une version aseptisée de l'acceptation. Non,
ce n'est pas ce que je voulais. Je veux voir comment il traite une fille qu'il pense à peine s'en sortir, me suis-je chuchoté, les mots se déposant comme du givre sur une vitre. Non par méchanceté, non pour les piéger, mais pour voir la vérité, pour voir qui ils étaient quand aucun avantage ne pouvait être tiré de la gentillesse. Une fois la décision prise, le reste s'est déroulé dans un flux calme et régulier. Le matin du réveillon de Noël, j'ai ouvert ma garde-robe. J'avais des options. Des chemisiers en soie, des robes que j'avais portées à des galas d'entreprise, un manteau camel qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Je pouvais me présenter comme mon compte en banque me le permettait. Mais ce n'était pas le but de cette expérience. Alors, j'ai plutôt opté pour les pièces qui racontaient une histoire différente. Une histoire qu'ils croiraient. Un pull doux, légèrement bouloché, que je possédais depuis l'université. Un jean délavé par des années d'usure. Une paire de bottes en cuir aux bout éraflés qui m'avaient porté à travers les matins pluvieux et les longues marches pour rentrer chez moi. Et le manteau d'occasion que j'avais acheté lors de mon premier hiver à Lyon, celui avec un bouton manquant que je n'ai jamais pris la peine de remplacer. Je les ai enfilés et me suis regardé dans le miroir. Je n'avais pas l'air pauvre. Je n'avais pas l'air riche. Je ressemblais à n'importe quelle femme ordinaire qui faisait de son mieux pour s'en sortir dans une ville chère. Exactement ce qu'ils attendaient. Exactement ce que j'avais besoin qu'ils voient. J'ai attaché mes cheveux en une simple queue de cheval basse, appliqué un maquillage minimal, juste assez de mascara pour que mes yeux ne disparaissent pas sous les lumières des fêtes. Pas de bijoux, à l'exception de petites puces d'argent. Puis sont venus les cadeaux. Je me suis assise à ma petite table à manger et j'ai commencé à les emballer. Les cadeaux de surface, ceux qu'ils jugeraient en premier. Une boîte de biscuits assortis que j'avais reconditionné à la main dans du simple papier craft noué avec de la ficelle fine. Un vase en verre que j'avais trouvé dans un bac de réduction, emballé dans du papier de soie blanc. Une écharpe tricotée, simple laine grise, douce, confortable, faite à la main, le genre de choses que les gens apprécient profondément ou rejettent comme étant douces mais humbles. Mais ce n'étaient que les cadeaux extérieurs. Les vrais étaient glissés dans une petite enveloppe que j'ai mise dans mon sac, scellée avec un autocollant en forme de flocon de neige. À l'intérieur se trouvaient 3 documents imprimés. Pas les titres de propriété eux-mêmes, je n'avais aucune intention de les exhiber, mais des photocopies des rapports de gestion immobilière les plus récents pour mes 3 maisons. Ils n'étaient pas tapés à accent grave-l'œil, juste des feuilles de calcul et des lettres de confirmation, mais ils étaient indéniables. À côté, j'ai ajouté autre chose. Une petite carte manuscrite. Dessus, j'ai écrit « Tous les cadeaux ne sont pas emballés. Certains se partagent quand le moment est venu. » Et derrière cette carte, la pièce finale, un bon que j'avais créé moi-même pour un mois de loyer gratuit pour une famille de locataires qui avaient des difficultés. J'avais prévu de le donner discrètement avant le nouvel an, mais quelque chose me disait que c'était peut-être le bon moment pour le révéler. Un rappel que la richesse n'était pas le but. Ce que vous en faites, oui. En scellant l'enveloppe, j'ai senti un calme constant m'envahir. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la clarté. Une chance de voir la vérité enveloppée dans les paillettes des lumières de Noël et les rubans rouges. Ce soir-là, alors que je sortais dans le froid, le vent portait l'odeur du pain et de la neige. Mes bottes crissaient légèrement sur le trottoir alors que je fermais ma porte à clé derrière moi et me dirigeais vers la voiture d'Étienne qui attendait en bas. Il m'a regardé avec de la chaleur dans les yeux, complètement inconscient de la tempête silencieuse que je portais dans mon sac. « Prête ?» a-t-il demandé. J'ai souri, non pas de nervosité, mais de certitude. « Oui », ai-je dit. « Plus que tu ne le penses. » Le trajet jusqu'à la maison des parents d'Étienne nous a éloignés de plus en plus de la ville, passant devant des rangées de maisons élégantes soulignées de chaudes lumières de Noël blanches. Le genre de quartier où les SUV brillaient dans les allées, des couronnes pendaient à chaque fenêtre et chaque pelouse semblait entretenue par des paysagistes professionnels. Au moment où nous avons tourné dans la rue de ses parents, toute la banlieue ressemblait à une scène de publicité de luxe pour les fêtes, la neige reposant parfaitement sur des haies taillées, des lumières dorées dégoulinant des toits et des rennes lumineux géants posés fièrement sur des pelouses immaculées. Étienne s'est garé devant une maison de style colonial à 2 étages, enveloppée de guirlandes et scintillant comme une carte postale. Un sapin de Noël de 10 mètres était visible à travers les hautes fenêtres du salon, ses ornements reflétant une lumière ambrée. Je suis sorti de la voiture, serrant mes cadeaux modestement emballés, sentant soudain le contraste frappant entre le monde d'où je venais et celui dans lequel j'entrais. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le pain.
Les murs étaient ornés de portraits de familles encadrés, Étienne en uniforme d'école privée, Étienne dans des stations de ski, Étienne en costume sur mesure lors des dîners de remise de prix de son père. Chaque surface brillait. Tout criait la stabilité, la richesse, l'héritage. Richard Bernard, son père, est apparu le premier. Grand, les cheveux argentés parfaitement coiffés, portant un pull bordeaux foncé qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. Il a tendu la main, ferme et autoritaire, le genre de poignée de main qui établit silencieusement la hiérarchie. Léna, heureux de vous rencontrer enfin. J'ai serré sa main, offrant un sourire chaleureux. Merci de me recevoir. Il a hoché la tête, mais ses yeux se sont brièvement posés sur mes bottes, notant les éraflures avec une discrétion polie. Puis est venue Hélène. Elle ressemblait exactement à la voix que j'avais entendue au téléphone, élégante, mince, les cheveux blonds parfaitement bouclés, des boucles d'oreilles en perles scintillant sous les lumières chaudes. Elle a souri, mais c'était le genre de sourire qui mesurait autant qu'il accueillait. Son regard a glissé de mon manteau à mon jean, puis aux cadeaux emballés dans du papier craft que je tenais. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit de ce ton doux et gracieux qui vous faisait vous sentir plus petit. Vous n'aviez pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Je sais que les budgets sont serrés de nos jours. Les mots flottaient comme des flocons de neige innocents, mais chacun atterrissait avec une piqûre. Je le voulais, ai-je répondu gentiment. Eh bien, c'est très attentionné. Ses yeux se sont attardés sur la boîte de biscuits enveloppée de ficelle. Très doux. Nous sommes passés dans le salon. Le sapin de Noël nous dominait, entouré de piles de cadeaux magnifiquement emballés, papier argenté, rubans de velours, étiquettes estampées de calligraphie dorée. Les miens, en revanche, ressemblaient à quelque chose d'un marché de Noël de seconde main. Étienne a serré ma main, remarquant mon silence. Ça va aller, a-t-il chuchoté. Le dîner a été servi peu après, rôti de bœuf, carottes glacées, gratin de pommes de terre arrangé comme quelque chose que l'on verrait dans un magazine de cuisine pour les fêtes. Je me suis assise à côté d'Étienne, en face de ses parents, faisant semblant de ne pas remarquer les regards échangés entre chaque fois que je répondais modestement à une question. Alors, Léna, commença Richard en passant la saucière. Étienne nous dit que vous louez un petit endroit en ville. Oui, ai-je dit en souriant légèrement. C'est confortable. J'aime bien. Il a hoché la tête avec un murmure sympathique. Je suppose qu'il est difficile de s'en sortir quand les loyers ne cessent d'augmenter. C'est un défi, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Hélène est intervenue avec grâce. Oh, Richard, ne déprime pas la pauvre fille. Je suis sûr qu'elle travaille très dur juste pour payer ses factures. Elle m'a souri avec une douceur presque maternelle, une douceur qui ne réconfortait pas, mais étouffait. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. Étienne a essayé d'intervenir. Maman, c'est. Mais elle a continué sans effort. J'espère juste que vous ne dépendez pas trop d'Étienne financièrement. Il a toujours été très généreux. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Une petite douleur qui n'était ni de la colère ni de la tristesse, mais plutôt la piqûre silencieuse d'être si complètement sous-estimée. Je suis assez indépendante, ai-je dit doucement. Oh, bien sûr, a-t-elle répondu automatiquement, avec le ton de quelqu'un qui n'en croyait pas un mot mais voulait paraître poli. C'est juste important qu'il trouve une partenaire qui comprenne la stabilité. Stabilité. Le voilà encore. Ce mot que les gens de son monde utilisent comme une arme recouverte de velours. Le dîner s'est poursuivi avec des conversations sur l'immobilier. Ironiquement, Richard a fièrement discuté de leurs investissements immobiliers, de la manière dont les taux d'intérêt affectaient la demande du marché. Hélène a décrit une guerre d'enchères sur une maison de leur quartier. Il parlait le langage de la propriété avec aisance, le privilège tissé dans chaque phrase. Je suis restée assise tranquillement, hochant la tête, prétendant n'être qu'une locataire comprenant à peine leur monde. Tandis que dans mon esprit, je pouvais voir les feuilles de calcul de mes propres propriétés. Calculer le rendement net. Penser aux courbes d'appréciation à long terme. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Ce n'était pas le but de cette soirée. Hélène a pris une gorgée de vin et a ajouté nonchalamment, c'est drôle, n'est-ce pas? Les gens qui louent de nos jours paient presque autant qu'un prêt immobilier. Mais je suppose que tout le monde n'est pas prêt pour cette responsabilité. J'ai souri faiblement. Je suppose que non. Un autre micro-sourire de sa part, doux, apitoyé, parfaitement affûté.
C'est admirable que vous fassiez de votre mieux. La mâchoire d'Étienne s'est crispée. Il a passé la main sous la table, tenant la mienne, mais sa prise était faible, ni protectrice, ni affirmée, juste inquiète. Cela faisait plus mal que tout ce que ses parents avaient dit. Ils ne me soutenaient pas. Pas encore. Et peut-être qu'ils ne savaient même pas comment faire. J'ai gardé une expression douce et impassible, mais à l'intérieur, une petite vallée s'est ouverte, une déception silencieuse, s'installant comme de la neige froide. Pas assez pour me briser, juste assez pour refroidir l'espace entre mes côtes. Le dîner s'est éternisé avec des histoires de leur monde, voyage au ski, gala de charité, vente aux enchères d'art. J'ai joué le jeu, répondant poliment, souriant quand il le fallait, riant même doucement quand Richard a raconté une histoire sur la tentative désastreuse d'Étienne adolescent d'accrocher des guirlandes de Noël. Mais de temps en temps, un petit commentaire se glissait, doux, subtil et parfaitement façonné pour paraître inoffensif. Nous sommes si heureux qu'Étienne ait enfin trouvé quelqu'un de simple. C'est rafraîchissant de rencontrer une fille qui n'est pas trop ambitieuse. J'espère que vous ne vous sentez pas dépassé par notre style de vie, ma chère. Chacun était une petite coupure déguisée en courtoisie. Un rappel silencieux de ma prétendue place à table. Étienne a essayé de changer de sujet plusieurs fois, mais ses tentatives se sont dispersées faiblement comme des étincelles mourant sur la neige. Il n'était pas prêt à les affronter, et une partie de moi comprenait, vieilles habitudes, vieilles peurs, vieilles attentes. Pourtant, la douleur s'est installée plus profondément. La première vraie descente. Pas dramatique, pas bruyante, juste une douce sensation de naufrage qui m'a rappelé pourquoi j'avais commencé cette expérience. Pour voir qui ils étaient, et pour voir qui Étienne choisirait d'être. Il ne se doutait pas que le vrai tournant arriverait non pas à table, mais sous le sapin de Noël, lorsque les cadeaux seraient ouverts et que la façade en laquelle il croyait commencerait à se fissurer. Mais ce moment attendait encore sous le papier scintillant et les rubans dorés. Après le dîner, tout le monde est passé au salon. La cheminée crépitait doucement, et l'imposant sapin de Noël brillait de centaines de lumières dorées. En dessous se trouvait une montagne de cadeaux, des sacs de créateurs avec des rubans de satin, des boîtes cadeaux estampées de logos de marques de luxe, des enveloppes glissées dans des pochettes en velours. La scène entière ressemblait à la couverture d'un magazine destiné aux personnes qui n'ont jamais eu à s'inquiéter des factures de chauffage ou des prêts étudiants. Je me suis assise à côté d'Étienne sur le canapé, mes modestes cadeaux posés tranquillement par terre près de mes pieds, emballés dans du papier craft et noués avec de la ficelle fine. Il semblait s'être trompé de maison. Hélène a tapé dans ses mains, souriant vivement. « On commence » a-t-elle dit comme si elle animait une émission spéciale de Noël télévisée. Ses ongles scintillaient sous les lumières alors qu'elle se penchait pour prendre le premier cadeau, une boîte rectangulaire emballée dans du papier bleu foncé. Elle l'a tendue à Étienne. « Pour toi, chérie. » Il l'a déballée avec soin. À l'intérieur se trouvait une veste de créateur élégante, en cuir italien, d'un acajou profond. Le genre que l'on voit dans les publicités divers haut de gamme avec des étiquettes de prix qui vous nouent l'estomac. Maman. Waouh. C'est incroyable, a-t-il murmuré. Ce n'est pas tout, a ajouté Richard en lui tendant une autre boîte. Une nouvelle montre connectée, haut de gamme, brillant encore de son sceau d'usine. Étienne avait l'air dépassé, reconnaissant, mais aussi légèrement embarrassé, me jetant un coup d'œil comme pour s'excuser silencieusement de l'extravagance. J'ai juste souri doucement, prétendant ne rien ressentir. Ensuite, ce fut le tour des cadeaux pour la sœur aînée d'Étienne, Clara, un sac à main de luxe dans une teinte crème d'hiver, suivi d'une enveloppe contenant un itinéraire imprimé pour une retraite spa le temps d'un week-end. Clara rayonnait comme une enfant dans un magasin de jouets. « Vous vous êtes vraiment surpassé, papa. » Des rires, des tintements de verre, des murmures d'approbation remplissaient la pièce. Chaque cadeau était cher, intentionnel, profondément enraciné dans leur rituel de prouver l'amour par des étiquettes de prix. J'ai tout regardé avec un détachement tranquille, me sentant comme une touriste observant une tradition de longue date dans un pays étranger. Et puis finalement, Hélène a attrapé une petite boîte fine emballée dans du papier d'aluminium rouge. Elle m'a regardé avec un sourire doux qui semblait presque charitable. « Léna, ma chérie, » a-t-elle dit, son ton dégoulinant d'une pitié délicate. « Celui-ci est pour toi. » Je l'ai accepté d'un signe de tête poli. Il semblait incroyablement léger dans mes mains, presque creux. J'ai décollé le papier d'aluminium avec soin, sentant chaque paire d'yeux dans la pièce me regarder. À l'intérieur se trouvait un livre de poche intitulé « Gérer son budget pour les millénials fauchés, comment faire fructifier chaque euro ».
En dessous se trouvait un agenda financier bon marché aux couleurs pastel, le genre vendu près des caisses de supermarché, et glissé dans l'agenda se trouvait une enveloppe blanche. Hélène m'a touché légèrement le bras. « Ouvre-la, ma chère. » J'ai fait glisser une liasse de billets craquants, 200 €, soigneusement pliés, maintenus par un trombone doré. Hélène a joint les mains comme si elle avait accompli un acte noble. « Nous savons que les temps sont durs, » a-t-elle dit délicatement, sa voix enrobée d'une sollicitude sucrée. Considérez cela comme un petit filet de sécurité. Juste un peu d'aide pour que vous ne luttiez pas trop en sortant avec notre fils. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, mais je ne l'ai pas montré. Elle a continué, souriant encore plus chaleureusement. Nous voulons juste nous assurer que vous êtes assez stable pour ne pas trop dépendre de lui, a ajouté Richard avec un petit rire. Et nous ne voudrions certainement pas que quelqu'un en veuille à Étienne pour sa future sécurité, n'est-ce pas? Voilà. L'insulte enveloppée dans un nœud. Les implications si tranchantes qu'elles m'ont transpercé la poitrine. La pièce bourdonnait de rires discrets, de hochements de tête polis, de murmures d'approbation comme si ce geste était le comble de la générosité. Étienne n'a rien dit. Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas bougé mal à l'aise. Il a juste fixé le sol comme s'il espérait que le moment passerait de lui-même. Et ça, pas l'argent, pas le livre, pas même la supposition, c'est ce qui a fait le plus mal. La plongée la plus profonde, froide et creuse. J'ai posé le livre doucement. Merci, ai-je dit tranquillement, car toute autre chose aurait brisé la fragile coquille de civilité qui entourait la pièce. Hélène rayonnait, satisfaite. Richard a hoché la tête d'un air approbateur. Clara était déjà passée à autre chose, ouvrant sa prochaine boîte magnifiquement emballée. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Puis je me suis penché et j'ai ramassé les modestes cadeaux que j'avais apportés. La boîte de biscuits enveloppée dans du papier craft, l'écharpe tricotée. C'est mon tour, ai-je dit doucement. Le sourire d'Hélène est devenu presque indulgent, comme si elle se préparait à quelque chose d'adorablement humble. Oh, ma chérie, vous n'aviez vraiment pas besoin. Je le voulais, ai-je répondu, lui tendant d'abord la boîte de biscuits. Elle l'a déballée rapidement. Oh, quelle attention, a-t-elle dit, bien que ses yeux aient vacillé avec la faible déception de quelqu'un qui avait espéré plus. Richard a reçu l'écharpe tricotée ensuite, en laine grise. Simple, chaude. C'est confortable, a-t-il dit, poli et distant. Pour eux, ces cadeaux étaient bon marché mais mignons. Le genre de choses que l'on garde par culpabilité, pas par gratitude. Mais ensuite, j'ai de nouveau fouillé dans mon sac. Mes doigts ont effleuré les enveloppes, les vrais cadeaux, ceux qui allaient changer l'air de la pièce. J'ai en fait quelque chose d'autre pour chacun de vous, ai-je dit, tendant la première enveloppe à Hélène, puis à Richard, puis à Clara. Quelque chose d'un peu plus personnel. Hélène a haussé un sourcil, la curiosité soulevant son expression. Les enveloppes étaient fines, sans prétention, en papier blanc scellé avec de simples autocollants en forme de flocons de neige. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé légèrement. « Quelque chose que je voulais vous donner à tous, ai-je répondu. Ma voix calme, mon cœur battant régulièrement. La pièce est devenue silencieuse, pas encore tendue, mais dans l'attente. Il s'attendait à quelque chose de sentimental, peut-être un poème manuscrit ou une lettre sincère, quelque chose d'appropriément modeste pour quelqu'un comme moi. Au lieu de cela, il tenait le fil d'une vérité qu'aucun d'eux n'avait même imaginée. Sous la lueur du sapin de Noël, les papiers cadeaux éparpillés autour de nous comme des feuilles mortes, ils ont soulevé les rabats de ces enveloppes, complètement inconscients que le monde qu'ils pensaient contrôler était sur le point de basculer. Et au moment où ils ont regardé à l'intérieur, tout a changé. Pendant un instant, la pièce a semblé parfaitement immobile, comme si même les lumières dorées du sapin de Noël avaient suspendu leur scintillement. Hélène tenait l'enveloppe délicatement, ses ongles manucurés tapotant le bord alors qu'elle faisait glisser les papiers. Richard se pencha légèrement en avant, la curiosité fronçant ses sourcils. Clara jetait des regards entre eux, s'attendant déjà à quelque chose de sentimental, un message manuscrit, peut-être une carte de charité, quelque chose d'appropriément humble. Mais quand Hélène a finalement déplié la première feuille, son expression a changé si rapidement qu'elle aurait pu fêler de la porcelaine. Ce n'était pas un poème. Ce n'était pas une lettre de remerciement. C'était le scan d'un titre de propriété. Un titre avec mon nom imprimé clairement en haut. Et l'adresse était sans équivoque. Une maison de ville sur l'allée des Peupliers. La même rue où il vivait.
Le pâté de maison dont il s'était vanté pendant le dîner. Ses yeux se sont portés sur la deuxième feuille, un relevé de gestion d'une société immobilière montrant les projections de revenus locatifs, les notes d'entretien et une petite réduction pour les fêtes que j'avais personnellement approuvées pour le locataire, un père célibataire avec 2 enfants qui avait des difficultés après des factures médicales inattendues. Dans le coin inférieur, de mon écriture, une petite note, une petite contribution au quartier. Joyeux Noël. Les doigts d'Hélène tremblaient. Elle m'a regardé, puis la page, puis de nouveau moi, comme si son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Vous possédez ça, a-t-elle chuchoté, sa voix aussi fine que du papier de soie. Richard lui a arraché le papier des mains, le scannant avec une soudaine acuité, la même intensité qu'il utilisait probablement dans les salles d'audience ou de négociation. Il a ouvert la deuxième enveloppe, celle qui lui avait été donnée, et en a sorti une autre série de papiers, un état financier de ma SCI. Des registres de propriété. 3 biens listés à mon nom. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, vous êtes propriétaire ? A-t-il dit lentement, comme si chaque mot pesait plus que le précédent. Ses yeux se sont levés vers les miens. Combien de propriétés exactement ? 3, ai-je dit calmement. Je les ai achetées au fil du temps. De vieilles maisons, principalement à rénover. Rien d'extravagant. Hélène cligna des yeux rapidement, le teint blême. Je ne comprends pas, a dit Étienne. Tu loues un petit appartement. C'est vrai. J'ai hoché la tête. Par choix. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le léger bourdonnement du chauffage semblait se retirer, laissant place au poids qui s'installait entre nous. J'ai gardé ma voix douce, stable. Rien de dramatique, rien de colérique, seulement la vérité. J'ai grandi dans une famille où l'argent était toujours un problème. Nous n'avons jamais eu de sécurité, alors j'ai décidé en grandissant que j'en construirais. Richard déglutit, la façade de certitude s'effritant. Mais pourquoi vivriez-vous comme ça si vous possédez 3 maisons ? Parce que je veux que les gens me voient, moi, ai-je dit doucement. Pas ce que j'ai, pas ce que je pourrais acheter, juste moi. Hélène serra le titre de propriété, sa voix se brisant. Alors pourquoi ? Pourquoi n'avez-vous rien dit ? J'ai rencontré son regard, et pour la première fois ce soir, je n'ai pas baissé les yeux ou détourné le regard. Parce que vous n'avez jamais demandé. Hélène inspira brusquement, comme si la vérité l'avait frappée comme un vent froid. J'ai continué, la voix toujours stable mais plus tranchante maintenant, comme une lame de velours. Et quand vous m'avez donné ce livre et l'argent, vous ne m'avez pas seulement insulté. Hélène tressaillit. Vous avez aussi insulté votre fils, en supposant qu'il choisirait une femme qui ne veut que son portefeuille. Richard détourna le regard. Clara pinça les lèvres. Étienne se figea. L'humiliation n'était plus la mienne. Elle s'était déplacée, se déplaçant comme une tempête silencieuse à travers leur salon parfait. J'ai posé l'enveloppe d'argent sur la table basse, la poussant doucement vers Hélène. Peut-être, ai-je dit doucement, que vous pourrez faire don de ceci à une famille qui en a vraiment besoin. Je me souviens déjà de ce que c'est que d'en être une. Hélène fixa les billets, incapable de les toucher. Richard se racla la gorge, essayant de rassembler les morceaux de son autorité. Pourquoi ne nous avez-vous pas corrigés au dîner, ou plutôt ? Pourquoi laisser cela se dérouler ainsi ? Parce que c'est qui vous êtes quand vous pensez que je n'ai rien, ai-je répondu simplement. Et c'était quelque chose que j'avais besoin de voir clairement. Étienne a finalement parlé, sa voix faible. Léna, Je me suis tourné vers lui. Son visage était pâle, ses yeux pleins de honte. Son silence plutôt, ce rétrécissement discret, la façon dont il laissait ses parents parler pour lui, tout cela s'asseyait entre nous comme une ombre froide. Tu aurais pu dire quelque chose, ai-je chuchoté. N'importe quoi. Il a fermé les yeux. Je ne savais pas comment. Et ça, d'une manière étrange, faisait plus mal que tout le reste ce soir. Je me suis levé lentement, lissant mon pull, m'assurant que ma voix ne vacillait pas. Je ne suis pas en colère, ai-je dit tranquillement. Juste déçu. Je ne m'attendais pas à ce que vos parents me comprennent, mais j'espérais que vous le feriez. Hélène a tendu légèrement la main, sa voix se brisant. Léna, ma chère, s'il vous plaît. Nous n'avons jamais voulu. Mais j'ai levé une main doucement. Pas grossièrement, juste de manière définitive. Je sais ce que vous vouliez dire.
Un sourire doux et triste s'est dessiné sur mes lèvres. Et je sais ce que vous n'avez pas pris la peine de découvrir. Les lumières de Noël scintillaient derrière moi alors que je reculais. La chaleur de la pièce devenait soudainement suffocante. J'ai pris mon manteau, mon écharpe, la petite boîte qui avait contenu les biscuits. Merci pour le dîner, ai-je dit avec sincérité, sans amertume. Et joyeux Noël. Les lèvres d'Hélène se sont entr'ouvertes comme si elle voulait s'excuser à nouveau, mais aucun mot n'est sorti. Richard fixait l'enveloppe sur la table comme si c'était un miroir reflétant quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Clara a détourné le regard, les joues rouges de honte par procuration. Et Étienne. Il s'est levé, tendant la main vers mon bras, mais s'est arrêté net, incapable de trouver le bon geste, la bonne phrase pour combler le fossé. Léna, s'il te plaît, reste. Parlons. J'ai secoué la tête. Pas ce soir. Je me suis dirigé vers la porte, chaque pas stable malgré la boule dans ma gorge. La voix d'Étienne s'est brisée derrière moi, assez doucement pour que peut-être seul le sapin de Noël l'ait vraiment entendu. Je suis tellement désolé. Je me suis arrêté sur le seuil, sans me retourner, mais laissant les mots s'installer dans l'air silencieux. Puis je suis sorti. L'air froid de l'hiver m'a frappé comme un choc, mais aussi comme une libération, vif, honnête, sans filtre. Mon souffle s'est élevé dans l'obscurité, formant de petits nuages de chaleur qui se sont estompés dans la nuit. Derrière moi, à travers la fenêtre, la famille Bernard était assise, figée dans une pièce scintillante et parfaite, maintenant assombrie par la vérité. Et j'ai descendu le chemin enneigé seul, blessé, oui, mais portant quelque chose de plus lourd que l'humiliation et de plus fort que la fierté. Ma dignité, ma valeur personnelle, mon choix. Le point culminant n'était pas un triomphe. C'était la réappropriation de la partie de moi-même que je refusais de laisser quiconque diminuer, même le soir de Noël. Et alors que le vent froid m'enveloppait, j'ai chuchoté doucement dans la nuit d'hiver, je suis mon propre filet de sécurité. L'air froid à l'extérieur de la maison des Bernard m'a enveloppé comme une seconde peau alors que je quittais leur porche et entrais dans la nuit calme du réveillon de Noël. La neige tombait lentement du ciel, douce et silencieuse, poudrant mes cheveux et mon manteau alors que je descendais la longue allée. Leur quartier parfait, bordé d'arbres symétriques, de rennes lumineux et de pelouses entretenues, semblait presque irréel dans le calme. Trop poli, trop soigné, trop creux maintenant que l'illusion s'était fissurée. Mes bottes crissaient contre la couche de neige fraîche. Chaque souffle s'élevait en un petit nuage devant moi. Et alors que je m'éloignais de la porte des Bernard, j'ai senti quelque chose en moi se desserrer, comme un nœud qui avait été tiré trop fort pendant trop longtemps et qui cédait enfin. J'ai repassé leurs mots dans mon esprit, mais ils ne piquaient plus comme avant. Plus maintenant. Pas après la révélation. Pas après avoir vu leur visage passer d'une bienveillance suffisante à une incrédulité stupéfaite. Au lieu de la colère, j'ai ressenti une clarté profonde et constante, un rappel que la dignité ne vient pas de ce que les gens pensent de vous, surtout les gens qui n'ont jamais pris la peine de regarder au-delà de la surface. Le froid s'infiltrait à travers mon pull, mais je continuais de marcher, la neige fondant sur mes cils. Un instant, je me suis souvenu de la version plus jeune de moi-même, la fille qui faisait des doubles services, dont le compte en banque descendait jusqu'à ses derniers 20 €, qui avait été un jour rejetée par un recruteur parce que ses chaussures n'étaient pas assez chères. Je me suis souvenu comment cette fille pleurait dans les toilettes de la bibliothèque de son campus, se demandant si elle serait un jour prise au sérieux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souhaité pouvoir la serrer dans mes bras. Lui dire que tout irait bien. Lui dire qu'elle posséderait 3 maisons un jour. Lui dire que personne, aucune maison de Noël parfaitement décorée, ne pourrait plus jamais lui enlever sa valeur. Au moment où j'ai atteint mon appartement, mes cheveux étaient mouillés, mes joues engourdies, mes doigts raides par le froid. Mais je me sentais étrangement plus légère, dépouillée du poids de faire semblant, dépouillée de la peur, dépouillée du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai dormi profondément cette nuit-là, l'épuisement m'entraînant comme une vague. Ce n'est que tard le lendemain matin, le jour de Noël, que mon téléphone a vibré à plusieurs reprises sur la table de chevet. Le nom d'Étienne s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu. Léna? Sa voix était rauque, fatiguée, comme s'il n'avait pas dormi du tout. Oui. Je suis tellement désolé. Il prit une profonde inspiration. Hier soir, après ton départ, j'ai perdu les pédales. Je leur ai crié dessus. Vraiment crié.
Je leur ai dit qu'ils avaient traité la femme que j'aime comme un cas de charité. La femme que j'aime. Les mots flottaient dans l'air, plus chauds que la lumière du soleil qui filtrait à travers mes rideaux. Je n'ai rien dit tout de suite. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas, sa respiration inégale, la culpabilité dans chaque inspiration. Je me suis figé, Léna. Je me suis figé comme un idiot. Sa voix s'est brisée. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas les embarrasser, à essayer d'être le bon fils, celui qui ne fait pas de vagues. Et quand j'ai enfin eu besoin de parler, je ne l'ai pas fait. J'ai tellement honte. J'ai expiré lentement. Étienne, je sais. Il m'a coupé doucement. Tu méritais mieux. Une pause. Et ils le savent aussi maintenant. Je m'en suis assuré. J'ai imaginé la salle à manger parfaite des Bernard, silencieuse, humiliée, peut-être même en train de réfléchir, mais je ne me suis pas accroché à l'image. Je ne cherchais plus la vengeance. Je n'étais même plus en colère. Quelques jours plus tard, après que la ville ait un peu dégelé et que la brume des fêtes ait commencé à se dissiper, Étienne a demandé si nous pouvions nous voir. J'ai accepté. Nous avons choisi un petit café près des Halles. Rien de chic, rien de soigné, un endroit chaleureux avec des fenêtres embuées, des tables en bois usé et l'odeur persistante de cannelle. Je suis arrivé en avance et me suis assise dans un coin, regardant les couples passer dehors, emmitouflés dans des écharpes et de longs manteaux. Étienne est entré quelques minutes plus tard, les épaules tendues, les yeux me cherchant. Quand il m'a repéré, son expression s'est adoucie, presque fragile. « Salut », a-t-il murmuré en s'asseyant. « Salut ». Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas hostile. Il était réfléchi, contemplatif. Étienne a enroulé ses mains autour de sa tasse comme pour s'ancrer. Quand j'étais enfant, a-t-il commencé doucement, la règle était toujours la même. Ne pas embarrasser la famille. Ne pas résister. Ne pas leur donner une mauvaise image. Il a eu un rire sans humour. Je pensais avoir dépassé ça. Il s'avère que non. J'ai écouté, observant la façon dont ses yeux vacillaient de honte et d'honnêteté. Il a continué, quand ils ont commencé à te parler de haut, je me suis senti divisé. Une partie de moi voulait se battre, mais l'autre partie, celle qui a été conditionnée depuis que je suis enfant, est simplement restée silencieuse. Je n'ai pas réalisé avant hier soir à quel point le silence peut blesser quelqu'un. J'ai posé ma tasse. Étienne, je n'ai jamais eu besoin que tu sois parfait. J'avais juste besoin que tu me voies. Il a levé les yeux brusquement, et j'ai vu quelque chose de brut dans son expression, la peur, le regret, mais aussi un désir de grandir. Je t'ai vu, a-t-il chuchoté. Je n'ai simplement pas protégé ce que j'ai vu. Ma poitrine s'est serrée, non pas de douleur, mais de quelque chose de doux amer. Je dois aussi admettre quelque chose, ai-je dit doucement. Toute cette expérience, de ne pas les corriger. Ce n'était pas juste de la curiosité. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai passé une si grande partie de ma vie à avoir peur que quelqu'un m'aime pour les mauvaises raisons, pour l'argent, la sécurité, ce que je pouvais offrir. Je voulais savoir si tu m'aimerais, même quand tu pensais que je n'avais rien. Ses yeux se sont agrandis, mais il n'a pas interrompu. Je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin, ai-je ajouté. Je ne m'attendais pas au cadeau ou à l'humiliation. Mais je ne peux pas prétendre que je n'ai pas non plus préparé le terrain. Il a hoché la tête lentement, absorbant mon honnêteté. Léna, a-t-il dit en se penchant en avant. Je t'aime pour qui tu es. La femme qui achète de vieilles maisons et les répare de ses propres mains. La femme qui aide discrètement ses locataires. La femme qui entre dans une pièce avec humilité et en sort inchangée par le bruit qui l'entoure. Ma gorge s'est serrée. Et si nous allons de l'avant, a-t-il dit doucement, je te promets quelque chose. Je ne resterai plus silencieux. Pas pour eux. Pas à tes dépens. Pas aux miens. Je l'ai étudié un long moment, mesurant la sincérité dans ses yeux. Il n'offrait pas la perfection. Il offrait la croissance. Je n'ai pas besoin que tu me choisisses au détriment de ta famille, ai-je finalement dit. Mais j'ai besoin que tu choisisses le respect, ton respect pour moi et ton respect pour toi-même. Tu ne peux pas continuer à prioriser l'harmonie familiale au détriment de la décence élémentaire. Il a hoché la tête une fois, fermement. Je sais. Nous ne nous sommes pas précipités dans les étiquettes ou les promesses.
Nous n'avons pas tout emballé dans un joli nœud comme une romance de Noël, mais alors que nous étions assis ensemble à regarder la neige tomber par les fenêtres du café, quelque chose a changé. Pas une fin, pas un début, mais un recalibrage. Deux personnes se rencontrant à mi-chemin avec plus d'honnêteté, plus de vulnérabilité et plus de compréhension qu'auparavant. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était exactement à cela que ressemblait la guérison. 6 mois ont passé, puis presque un an, tranquillement, régulièrement, comme des pages qui se tournent sans fanfare. La vie n'a pas changé du jour au lendemain. Je vivais toujours dans mon même petit appartement, prenais toujours le bus quand je n'avais pas envie de conduire, portais toujours le même manteau de friperie les matins frais. Mais quelque chose en moi avait changé. Une douceur, une stabilité, une paix plus profonde qui ne venait pas de la richesse, ni du besoin de me prouver, mais du fait de ne plus cacher qui j'étais. Les 3 logements locatifs étaient toujours à mon nom, générant toujours des revenus, toujours remplis de locataires dont je me souciais vraiment, des gens qui me rappelaient mes parents, ma version plus jeune, les années où je vivais d'un salaire à l'autre avec l'espoir cousu dans les ourlets de mes jours. Mais maintenant, chaque fois que je consultais les rapports d'entretien ou que je planifiais des améliorations, je ressentais plus de but que de fierté. Parce que quelque part entre l'humiliation sous le sapin de Noël des Bernard et l'honnêteté dans ce café, j'ai réalisé quelque chose. La richesse ne signifiait rien si je ne l'utilisais pas bien. Si elle ne s'étendait pas à quelque chose de plus grand que moi. Si elle n'aidait pas quelqu'un qui me rappelait une version de moi-même qui avait autrefois lutté seul. C'est pourquoi j'ai lancé le projet C'est Clés, un petit atelier bénévole que j'animais 2 fois par mois dans une salle communautaire empruntée derrière une bibliothèque. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil. Ce n'était pas une organisation à but non lucratif avec un grand logo ou des sponsors d'entreprise. C'était juste moi et un cercle de jeunes femmes, étudiantes, mères célibataires, baristas, stagiaires, toutes celles qui voulaient apprendre comment l'argent fonctionnait vraiment, comment construire un crédit, comment budgétiser avec dignité au lieu de honte, et peut-être un jour comment acheter leur premier logement. L'idée était simple, les femmes méritent la sécurité financière, et personne ne devrait grandir en croyant que la propriété est un luxe réservé aux chanceux. En décembre suivant, presque exactement un an après le dîner de Noël des Bernard, j'ai organisé une session spéciale pour les fêtes. La salle communautaire était décorée de guirlandes lumineuses et de petits ornements en papier que les filles avaient découpés elles-mêmes. Quelqu'un a apporté des brioches à la cannelle. Quelqu'un d'autre a apporté des sachets de chocolat chaud. Nous nous sommes entassés autour de 2 longues tables pliantes, riant, partageant des objectifs et ajoutant des notes autocollantes colorées à un tableau intitulé « Mon premier pas vers ma première clé ». Vers la fin de la session, l'une des filles, une étudiante en 2e année nommée Manon, a demandé si quelqu'un avait déjà été méprisé pour ne pas avoir d'argent. Une vague de rire a traversé la pièce, car la réponse était évidente. Puis elle m'a regardé directement. « Léna, tu as toujours l'air si calme à propos de l'argent, comme si tu n'avais jamais été jugée. » J'ai hésité. Puis je leur ai raconté l'histoire. Pas avec des noms, pas avec des banlieues riches, pas avec un sapin de Noël empilé de cadeaux de créateurs. Je leur ai parlé d'une fille qui avait été mal jugée à cause d'un manteau de friperie, de parents qui supposaient qu'elle avait besoin d'aide pour son budget, d'un livre pour les millénials fauché emballé comme un cadeau, et du moment où elle a tranquillement révélé qu'elle était la propriétaire de l'une des maisons de ville convoitées de leur rue. Elles se sont penchées, les yeux écarquillés, un mélange de choc, de plaisir et d'indignation passant sur leur visage comme une lumière changeante. Quand j'ai eu fini, Manon a couvert sa bouche de ses mains. J'ai toujours pensé que les gens comme vous étaient nés riches, a-t-elle chuchoté. Mais maintenant, je pense que j'ai peut-être une chance, moi aussi. Ce moment, ces mots, son espoir, m'ont touché plus profondément que n'importe quel cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Plus tard dans la soirée, alors que le groupe remballait, quelqu'un m'a tapoté l'épaule. C'était une femme aux cheveux châtains doux, habillée simplement mais proprement, tenant une petite boîte emballée dans du papier rouge. « Je suis Hélène », a-t-elle dit tranquillement. Mon souffle s'est coupé, non pas de peur cette fois, mais de surprise sincère. Elle m'a tendu la boîte. Je ne savais pas si je devais venir, mais j'ai suivi vos sessions anonymement en ligne. J'avais besoin de désapprendre beaucoup de choses. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix maintenant. Aucune sympathie forcée, juste de la sincérité, brute, presque timide. Je suis désolée pour Noël dernier, a-t-elle dit. Pour avoir supposé que je connaissais votre histoire. Pour avoir supposé l'histoire de n'importe qui. J'ai pris la boîte mais ne l'ai pas ouverte. Vous n'aviez pas à venir ici, ai-je dit doucement. Je sais,
a-t-elle répondu. C'est pour ça que je l'ai fait. Elle a rejoint la session suivante un mois plus tard. Non pas en tant que mère de mon petit ami, non pas en tant que femme d'une banlieue riche, mais en tant que quelqu'un qui essayait d'apprendre, d'essayer de comprendre, d'essayer de traiter les gens avec le respect qu'ils auraient toujours dû recevoir. Et curieusement, j'ai profondément respecté cela. Alors que l'hiver s'installait à nouveau et que le monde se préparait pour le prochain Noël, je me suis retrouvé assise près de la fenêtre de mon appartement un soir de neige, regardant de minuscules flocons dériver sur la rue calme en dessous. Une douce musique de Noël jouait depuis l'appartement d'un voisin. Le chien de quelqu'un aboyait joyeusement de l'autre côté du couloir. J'ai enroulé mes mains autour d'une tasse chaude et laissé la lueur de mon petit sapin de Noël remplir la pièce. J'ai alors réalisé que l'expérience que j'avais commencée un an plus tôt, en entrant dans la maison d'une famille riche habillée comme la version la plus simple de moi-même, n'avait jamais vraiment été pour les tester. Il s'agissait de retrouver mon chemin vers moi, vers mes valeurs. Vers la fille qui a grandi en croyant que le respect se gagnait par la gentillesse, pas par la valeur nette. Vers la femme qui comprenait maintenant que la vraie richesse n'était pas le nombre de propriétés qu'elle possédait, mais le nombre de vies qu'elle pouvait tranquillement, doucement, aider à façonner. Cette année-là, sous mon petit mais bien-aimé sapin de Noël, il n'y avait qu'une poignée de cadeaux. Aucun n'était cher. Aucun n'était emballé dans du velours ou du papier doré, mais chacun signifiait quelque chose. Et j'ai compris quelque chose, enfin, pleinement. La richesse de Noël ne se mesure pas aux cadeaux sous le sapin, mais à la façon dont les gens vous traitent lorsqu'ils croient que vous n'avez rien à leur offrir. Alors que je fermais les yeux et laissais cette vérité s'installer, j'ai imaginé parler directement aux personnes qui entendraient un jour cette histoire. Ne laissez personne mesurer votre valeur par votre salaire, votre tenue ou les suppositions qu'ils font lorsque vous entrez dans une pièce. La richesse ne définit pas la dignité, et la dignité est le genre de richesse que personne ne peut vous enlever. Un doux sourire a réchauffé mon visage alors que je levais ma tasse.